Bonjour à tous, bonjour à toutes, nous sommes le jeudi 9 avril 2020, bienvenue dans À l'air libre. À mes côtés aujourd'hui, Mathilde Gohanex. Salut Mathilde, quel est ton programme? Salut Valentine. Le programme de cette deuxième partie d'À libre sera consacré au handicap avec 3 invités qui vont nous raconter leur quotidien sous confinement, leur quotidien en lien avec cette question du handicap, mais aussi leur colère face à la gestion par le gouvernement de cette question. À tout à l'heure, Mathilde. Dans la première partie, nous, on va s'intéresser à une figure clé et controversée, le professeur Didier Raoult. On prendra aussi des nouvelles de Gaza, ce coronavirus, comment on s'en sort quand on est dans un territoire affaibli, enfin quand on est un territoire affaibli par le blocus israélien en vigueur depuis 13 ans. Ensuite, on rigolera un peu avec la minute détente qui nous est offerte aujourd'hui par l'humoriste Warin Nishem, fidèle d'À l'air libre. On terminera par une surprise musicale. Je vous rappelle les 2 adresses où vous pouvez nous écrire, alairlibre@mediapart.fr et covid@mediapart.fr. La première pour vos témoignages, la deuxième pour vos documents et infos d'intérêt général. À l'air libre, numéro 17 déjà, on attaque. Pourquoi Didier Raoult est si controversé? Pourquoi le monde médical se méfie de lui? Comment les conspirationnistes récupèrent sa défense? L'idée n'est pas ici de trancher le débat sur la chloroquine, mais de comprendre pourquoi la figure du professeur Raoult cristallise le débat. Mediapart a enquêté et apporte plusieurs réponses. Chloroquine, pourquoi le passé de Didier Raoult joue contre lui? L'enquête est signée Pascal Pascariello. Bonjour Pascal. Bonjour. Tu es journaliste au service enquête de Mediapart. Avec nous aussi pour en discuter, Bruno Toussaint, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur éditorial de la revue Prescrire. Et Julien Géry, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en sciences politiques, spécialiste des thèses complotistes. Je propose qu'on commence par entendre Didier Raoult lui-même sur la chloroquine. Voilà ce qu'il disait il y a 1 mois et demi. Ce traitement va tout révolutionner parce qu'il ne coûte pas cher et parce qu'il marche in vitro. Le processus auquel nous sommes habitués en science, c'est de dire oui, ça marche au laboratoire, mais il faut d'abord démontrer avec une étude, si possible comparative, que ça marche aussi chez les humains, même si c'est un médicament sur lequel on ne voit pas bien ce qui pourrait ne pas marcher, si vous voulez. Mais c'est une espèce de rite scientifique, si vous voulez, dont on n'est pas sûr qu'il soit très raisonnable, parce qu'on sait exactement, quand on prend de la chloroquine, combien il y en a dans le sérum, et si ces concentrations dans le sérum empêchent la multiplication virale, on ne voit pas trop quelle est la question. Il faut confirmer que c'est vrai, très bien, on a confirmé que c'est vrai, mais tout ça est simple quand même. Les choses sont très compliquées avec les médicaments nouveaux, mais les médicaments anciens, on les connaît, on connaît parfaitement leur cinétique, on connaît leur toxicité. Tout ça est simple. C'est peut-être une formule qui résume, Pascal, la légèreté, sinon l'empressement des études de Didier Raoult, car tu t'es plongé dans les études passées du professeur, et c'est ce que démontre ton enquête, des méthodes peu scrupuleuses. Oui, alors en fait, l'idée de cette enquête, c'était d'enquêter sur Didier Raoult au même titre que les autres membres du comité scientifique auquel il appartient, même s'il en a pris ses distances depuis. Et donc, moi, plusieurs rapports pour comprendre également, la méfiance qu'il y a à son égard du monde médical et du monde scientifique. Et j'ai eu accès donc à des rapports qui n'avaient pas été publiés jusqu'à présent, qui étaient à l'origine du retrait du label du CNRS et de l'INSERM de son laboratoire. Et ces 2 rapports donc sont faits par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur en janvier 2017. Ils font une étude scientifique, ils évaluent son laboratoire comme ils le font régulièrement pour d'autres laboratoires et également pour le sien, puisqu'il y avait eu des enquêtes précédentes. Et au cours de ces 2 évaluations, enfin je dis 2 parce qu'il y a eu 2 comités scientifiques d'une quinzaine de scientifiques qui venaient de France, mais pas que. On a des chercheurs anglais, on a des chercheurs également allemands qui viennent de Hambourg. Et donc, au cours de cette évaluation, qu'est-ce qu'ils signalent? Il y a plusieurs points. Déjà, ils reviennent sur le nombre de publications fleuve, effectivement, se targue Didier Raoult, en disant, il y a une quantité importante de publications, mais seules, par exemple, sur 2000 publications entre 2011 et 2016, seuls 4% le sont dans des revues internationales à haut impact ou, pour reprendre un autre chiffre, sur 1153 publications entre 2011 et 2016, dont la moitié sont signées par Didier Raoult, seuls 4, précise-t-il, sont remarquables.
Donc c'est leur première constatation. Donc ils font une recommandation. Ils disent qu'il serait meilleur pour le laboratoire de privilégier la qualité à la quantité. De la même façon, ils constatent quoi? Que le laboratoire de Didier Raoult, certes, découvre beaucoup de bactéries, mais finalement découvre des bactéries sans approfondir ensuite, sans se poser la question de leur qu'est-ce qu'elles représentent, enfin leur effet sur le corps. Donc, ils compilent les bactéries un peu comme ils collectionnent les timbres. C'est le propos des scientifiques, des évaluateurs. Ils regrettent également qu'il n'y ait pas plus d'études épidémiologiques, plus d'approfondissement, plus d'études cliniques. Et ils regrettent également que parfois, faute d'être accepté dans des revues reconnues au niveau international, les publications soient faites en interne dans un journal qui a été créé par le laboratoire lui-même, où donc les chercheurs sont juges et parties. Donc ça, ce sont les constats scientifiques de ces 2 rapports qui ont été faits en janvier 2017. Par ailleurs, on a eu également accès à un rapport du CHSCT qui date de l'été 2017, qui a été fait suite au signalement de 12 membres du laboratoire qui parlaient, eux, de harcèlement, de pression. Et donc, ils rendent visite, ce CHSCT où on a plusieurs représentants du CNRS ou encore de l'INSERM, qui sont des établissements publics de tutelle encore à ce moment-là, font une visite donc du laboratoire, recueillent plusieurs témoignages, parmi lesquels certains ingénieurs et chercheurs font part de falsification de résultats. Donc, 2 témoignages écrits relatés dans ces comptes rendus de CHSCT sur des résultats qui sont biaisés. Et par ailleurs, donc en enquêtant, en continuant cette enquête, j'ai pu donc avoir d'autres témoignages de personnes qui avaient travaillé avec le professeur Didier Raoult, notamment un ancien doctorant qui n'est pas parti d'ailleurs en mauvais termes, puisque le Didier Raoult lui proposait de continuer encore, de poursuivre avec lui, mais il l'a refusé. Et pour cause, parce qu'en fait, au cours de son doctorat, il a fait plusieurs recherches, dont l'angle de recherche était choisi par Didier Raoult. Et pendant un an, toutes les expérimentations qu'il faisait ne venaient pas soutenir la thèse initiale du professeur Didier Raoult, mais la pression était telle qu'à la 51e fois où il refait encore cette expérimentation, un signal va dans le sens, un léger sens donne raison donc, au professeur Didier Raoult. Et à ce moment-là, bingo, on lui dit c'est parfait, ça soutient la thèse initiale, on publie. Il trouvait ça évidemment très, très léger, très bancal, très limite. Il en a fait part. On lui a dit qu'il n'était pas là pour penser, justement. C'est souvent une phrase qui est revenue quand même dans tous les témoignages que j'ai eus. Il y a une forme de, entre guillemets, de maltraitance ou d'humiliation pour certains doctorants. C'est comme ça qu'ils vivent, en tout cas, parce qu'on leur demande de ne pas réfléchir. Et donc, pendant un an, il essaye de publier. Il propose, en tout cas, son doctorat à plusieurs revues. Et là, on lui fait que des refus. Il n'a que des refus de ces revues. Et finalement, son doctorat sera publié dans une revue signée par Didier Raoult. Et dans cette revue, parmi le comité d'édition, il y a le professeur aussi Didier Raoult. D'accord, donc il y a un mélange des genres qui est assez clair et une sorte, entre guillemets, d'inversion de la charge de la preuve scientifique. Bruno Toussaint, qu'est-ce que ça vous inspire, un chercheur, enfin un professeur qui perd son label, qui fait l'objet de signalements multiples dans son CHSCT? Comment vous voyez ça, vous? C'est préoccupant. Cela étant, ce qui nous intéresse, nous, à prescrire, c'est les résultats de l'évaluation, tout simplement. Le fait que ça a été conduit par telle ou telle personne, c'est à prendre en compte, mais ce qui compte, c'est les résultats cliniques vérifiables. Une grande partie de la recherche sur les médicaments est financée par les firmes pharmaceutiques et c'est pas pour autant qu'il faut tout mettre à la poubelle parce que c'est fait par des gens qui ont intérêt à ceci ou cela. Bon, donc pour nous, il faut regarder les résultats, voir dans quelles conditions l'essai, l'évaluation a été menée, quel accès il y a aux données d'évaluation, aux résultats et regarder ça de façon impartiale, objective, en cherchant les éléments de preuve d'intérêt du médicament, c'est-à-dire de son efficacité et de ses dangers. Mais justement, là, la manière dont les études sont menées, la méthodologie utilisée, comme l'a décrit Pascal, est-ce que ça, c'est de nature à offrir des résultats au-dessus de tout soupçon?
Ah bah non, évidemment, publier le résultat positif après 50 échecs sans dire qu'il y a 50 échecs, c'est pas une bonne pratique, bien entendu, ça c'est certain. Et ce qu'on a aperçu des premiers résultats concernant l'évaluation là, de l'hydroxychloroquine dans cette maladie à Marseille, eh bien, on a vu que les deux groupes comparés étaient en fait très différents. C'est-à-dire que la base de l'évaluation comparative des médicaments, ou des interventions médicales en général d'ailleurs, c'est de comparer ce qui se passe chez les personnes qui reçoivent le traitement et dans un groupe qu'on dit témoin ou contrôle en anglais, mais en fait on peut dire que ce sont des personnes qui témoignent de ce qui se passe en l'absence du traitement. Et il faut faire le maximum de choses pour que la seule différence entre les deux groupes soit l'intervention, donc le médicament. Et pour ça, le mieux, c'est de faire de façon prospective, de décider qu'on commence l'expérience et qu'elle va se dérouler, qu'on répartit les personnes côté intervention ou côté témoin par tirage au sort. Et là aussi, il y a toutes sortes de bonnes pratiques pour que ce soit vraiment un vrai tirage au sort. Et qu'ensuite, dans l'idéal, dans la très bonne pratique, c'est que personne ne peut distinguer le médicament nouveau, le médicament testé, du médicament qui est reçu par le groupe témoin. C'est ce qu'on appelle le placebo. En tout cas, c'est la méthode double aveugle. Ni la personne soignée, ni le soignant ne savent de quoi il s'agit. C'est un tiers qui a préparé les doses de médicaments. Ça, c'est les bonnes pratiques. Et donc, à notre avis, ce que nous constatons simplement, c'est que depuis des décennies, parce que ça fait très longtemps que c'est au point, depuis le milieu du XXe siècle, c'est les bonnes pratiques pour évaluer un médicament ou une intervention médicale en général. Et c'est ce qui fait foi. Sauf que le 16 mars 2020, Didier Raoult diffuse sur les réseaux sociaux une vidéo qu'il enregistre devant ses étudiants dans laquelle il annonce des résultats qui, selon lui, sont positifs, les résultats de son étude. Et cette annonce, elle a un énorme effet, y compris à l'étranger. Écoutez, par exemple, ce n'est qu'un exemple, le chef de la plus grande puissance mondiale. So we know that if things don't go as planned, it's not going to kill anybody. When you go with a brand new drug, you don't know that that's going to happen. You have to see and you have to go long test. But this has been used in different forms, very powerful drug in different forms. And it's shown very encouraging, very, very encouraging early results. And we're going to be able to make that drug available almost immediately. And that's where the FDA has been so great. They've gone through the approval process. It's been approved. Bon, alors la FDA contredira Trump le lendemain. Toujours est-il qu'il y a une espèce d'effet Raoult. D'ailleurs, il y a la même dialectique. Raoult dit, bon, ben voilà, on sait qu'on connaît ce médicament. Et Trump dit, on connaît ce médicament, il ne va pas tuer. Il n'y a pas que Trump qui dit ça. Hein, c'est un peu partout dans le monde. Et de nombreux citoyens qui voient une opportunité d'être sauvés par cette chloroquine et qui donc ne comprennent pas pourquoi les études de Didier Raoult sont décriées. Julien Giry, vous vous intéressez notamment aux théories du complot, au conspirationnisme. Du coup, la chloroquine ou hydroxychloroquine, c'est un sujet parfait pour ça. Ah oui, tout à fait, mais à plusieurs titres. D'abord, comme vous le soulignez, on est face à une situation qui est relativement exceptionnelle. Confinement, pandémie mondiale, etc. Et il est donc assez naturel que les individus cherchent à donner des explications. Et là, vous avez un individu qui se présente, donc Didier Raoult en l'espèce, Trump et d'autres qui emboîtent le pas de ce professeur, qui dit « Attendez, moi j'ai une solution miracle, quelque part, clé en main. » Quelque chose de facile, c'est simple, il disait tout à l'heure dans la vidéo que vous aviez passée, eh bien ça, quelque part, ça vient un peu donner du sens, combler cette situation et quelque part rassurer la population face à l'indétermination ou l'incertitude, la crainte, etc., les anxiétés que cette situation anormale a pu provoquer. Et alors, d'ailleurs, c'est difficile de convaincre ensuite les conspirationnistes quand des personnalités de premier plan, donc on a vu Trump, mais il y a aussi le maire de Marseille, l'ancien ministre Douste Blazy, le député RN Gilbert Collard, qui appellent à utiliser la chloroquine et qui donne en creux l'impression, en fait, que, je vais mettre des guillemets, les autorités nous mentent, ne nous disent pas tout. Julien Giry. Absolument, je crois que là, on a un des ressorts essentiels des théories du complot, c'est de toute manière, on s'inscrit en faux par rapport à la parole des autorités. Alors, les autorités, ça peut être des autorités politiques, les autorités médiatiques, les autorités scientifiques dominantes. Et là, quelqu'un qui apparaît à contre-courant, finalement à rebours, un peu hétérodoxe des positions marginales, comme Didier Raoult, va trouver une audience parmi les groupes conspirationnistes. Clairement, ça, c'est quelque chose qu'on constate à chaque
à chaque événement extraordinaire ou à chaque crise sanitaire majeure. Et d'ailleurs, en parlant d'audience, Pascal, ton papier, il a suscité énormément de commentaires. Je crois qu'il y en a à peu près 1000 et ça fait un peu plus de 24 heures qu'il est publié. C'est beaucoup. C'est beaucoup de commentaires. Et alors, hélas, alors qu'on a vraiment bien pris la précaution d'expliquer aux lecteurs, aux abonnés, qu'on ne rentrait pas dans le débat sur la chloroquine et qu'on se permettait, enfin, on s'interdit aucune enquête non plus. C'est pas parce que ce professeur Didier Raoult propose un traitement, et là-dessus on préjuge de rien sur ce traitement, on n'en parle pas, qu'on ne peut pas non plus s'interroger sur sa personnalité, essayer de comprendre aussi pourquoi il ne fait pas l'unanimité, comme je le disais initialement, au sein du monde médical ou scientifique. Et effectivement, il y a énormément de commentaires, mais qui restent encore tout autour de cette question de traitement, pas traitement, de l'utilité ou pas d'enquêter sur ce professeur alors qu'il propose un traitement. Voilà. Après, il y a eu par ailleurs également d'autres témoignages qui nous ont été donnés via le service, par exemple, des abonnés ou le service d'enquête, qui font part des mêmes problèmes qu'on relate à l'intérieur de cette enquête. J'imagine que tu vas suivre le sujet. Il y a une autre révélation dans ton enquête, un autre point que tu abordes, ce sont les financements de son laboratoire. Alors bon, d'abord, Didier Raoult est financé par l'État, ce qu'il dit peu, et il a le droit, mais aussi et surtout par l'industrie pharmaceutique. C'est là que c'est plus problématique pour quelqu'un qui revendique son indépendance. Je te laisse expliquer, Pascal, et après je voudrais la réaction justement de Bruno Toussaint qui disait on peut être financé sans que ça remette en cause son intégrité. Pascal. Oui, alors c'est le statut même en fait de l'institut qu'il dirige, les IHU, qui permet justement un financement effectivement à la fois public et privé. Ça avait été même créé, les IHU, c'était 2010, et d'ailleurs le sien est officiellement créé en 2012 pour ça. Ces instituts universitaires sont là pour faire en sorte de faciliter le travail entre le privé et le public notamment. Mais à partir de 2015-2016, certains rapports de l'IGAS se posent la question justement de la transparence et de la gouvernance, en disant, voilà, une des limites, c'est que finalement, il y a confusion et on ne sait plus, notamment au niveau des brevets ou de la recherche, voilà, à qui profitent finalement ces instituts. Et le problème qui se pose en fait avec le financement, c'est que Didier Raoult ne donne pas l'exactitude des montants. Donc, ce n'est absolument pas interdit de recevoir du financement du privé pour sa fondation, pour son institut. En revanche, ce qui interpelle, c'est les déclarations publiques qui sont faites où on ne retrouve jamais les mêmes montants. Donc, une fois, il est déclaré que Sanofi donne 50 000 euros. Finalement, au cours de notre enquête, on se rend compte que Sanofi ne donne pas 50 000 euros, mais 150 000 euros. L'Institut Mérieux, le laboratoire Mérieux, apporte officiellement dans les déclarations qui sont faites donc sur le ministère de la Santé 700 000 euros. Finalement, non, c'est 1,2 million d'euros. Voilà, donc c'est toutes ces incohérences, ce manque de transparence qui pose problème. Et puis, le plus problématique, c'est dans la déclaration publique d'intérêt du professeur Raoult, où il signale donc avoir travaillé avec certains laboratoires, où il signale avoir des participations à l'intérieur de start-up, sans signaler à hauteur de combien se montent ces actions. Et il y a notamment une start-up qui nous a intéressés, qui s'appelle Pocramé, qui participe justement, qui essaye de concevoir des tests très rapides dans le cadre du Covid-19 et qui travaille dans ce cadre-là avec l'équipe du professeur Raoult. Et là, on peut se poser la question de finalement à qui profite l'apport public au sein du laboratoire, puisque cette start-up bénéficie de toutes les infrastructures qui sont financées à 60% par l'Agence nationale pour la recherche. Et en même temps, Didier Raoult participe évidemment, travaille sur la question du Covid-19 et a des parts également dans cette start-up. Donc voilà, là en revanche, la question du conflit d'intérêts peut se poser. D'autant qu'on a sollicité le professeur Raoult, à maintes reprises sans qu'il daigne nous donner une seule réponse. Oui, je voulais qu'on en finisse avec ça, mais puisque tu le précises maintenant, c'est ça, il a évidemment été sollicité pour des réponses à tes questions et il n'en a donné aucune, c'est bien ça ? C'est ça, aucune.
Bon, alors s'il nous entendait aujourd'hui, qu'il n'hésite surtout pas, les colonnes et nos caméras lui sont ouvertes. Bruno Toussaint, sur ce financement? Le financement de moi ou de Prescrire, c'est l'abonnement, voilà. Comme Mediapart, on est raccord. Voilà, exactement, depuis les années 90, hein, association à but non lucratif, et un résumé des comptes est en accès libre sur le site prescrire.org. Alors c'est connu depuis longtemps hein, dans le monde du médicament qu'effectivement les liens d'intérêt financier, ça peut influencer les publications, les résultats, l'orientation générale de la recherche. Ça c'est prouvé depuis longtemps et reprouvé dans tous les pays. Enfin bref, c'est sûr et certain que ça joue. Ça influence les résultats, ça biaise, ça favorise la publication des résultats positifs et de laisser dans l'ombre les résultats négatifs, etc. On sent qu'il va y avoir un mais à votre phrase. C'est certain que c'est un facteur. Alors le mais, c'est simplement que on peut être sous influence et avoir raison, ça peut arriver. Mais du coup, comment savoir si on a raison, si on est sous influence? Alors justement, à notre avis, en tout cas, ce que nous essayons de faire à Prescrire au fil des années, c'est d'examiner les données auxquelles on peut avoir accès, de chercher, de se poser les questions qui, à notre avis, sont les plus importantes, c'est-à-dire est-ce que les personnes vont mieux? Est-ce qu'il y a moins de morts? Est-ce qu'elles vont mieux? Est-ce qu'elles sont soulagées? Quels sont les effets indésirables? Et ensuite, voir dans les résultats accessibles comment s'est déroulé l'essai. Est-ce qu'il y a bien eu le tirage au sort dont on parlait tout à l'heure? Est-ce que c'était la bonne dose de médicaments qui a été essayée? Quel traitement avaient les personnes du groupe témoin, etc. Et en fait, avec cette grille de lecture, qui est très simple, dont les principes sont très simples, en fait, le plus souvent, très souvent, on arrive à constater que ça a l'air d'être fiable et il vaudrait mieux que ce soit confirmé par d'autres essais, ou alors, effectivement, parfois, c'est déjà confirmé par d'autres essais qui vont dans le même sens, et donc il est bien probable que oui, le médicament est plutôt intéressant, voire très intéressant. Ça arrive, c'est rare, mais ça peut arriver. Et puis souvent, on constate qu'en fait, le niveau de preuve des données, il est faible, ça laisse beaucoup d'incertitudes. Et à notre avis, ça, c'est dangereux parce que ce n'est pas parce qu'un médicament est ancien qu'il est très bien connu. L'effet des médicaments, c'est multiple sur les humains, et il y a toute la diversité humaine. Et donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que on a rapidement quelques impressions des effets à court terme chez certains types de patients, de personnes, mais une fois que le médicament est diffusé à des dizaines, centaines de milliers de personnes, des millions, comme il y a en fait très peu de surveillance, d'études des effets nocifs des médicaments une fois dans la vraie vie, si je puis dire, après qu'il soit commercialisé, il y a très peu d'études de ces effets-là, très peu de connaissances, en tout cas c'est très lentement acquis. Et donc, ce n'est pas parce qu'un médicament est très anciennement utilisé et à bonne réputation que la réalité est qu'il est sans danger. Et très précisément, dans le cas de l'hydroxychloroquine, il suffit de regarder la notice du plaquenil pour voir que il peut y avoir beaucoup d'effets indésirables, en particulier des choses qui sont brutales et graves, comme l'arrêt cardiaque, qui est très mauvais pour la santé. Et oui, alors vous ne m'avez pas tout à fait répondu à ma question, mais vous avez contredit Donald Trump, c'est déjà ça. On doit se quitter. Merci beaucoup Bruno Toussaint, directeur éditorial de la revue Prescrire. Merci Julien Giry, vous êtes chercheur en sciences politiques, et merci Pascal Pascariello, on te lit dans Mediapart et plus particulièrement ta dernière enquête, donc chloroquine, pourquoi le passé de Didier Raoult joue contre lui. Merci à tous les trois, on part à Gaza. C'est un territoire unique dans son genre, déjà confiné d'ordinaire, qu'il est encore plus sous coronavirus, la bande de Gaza. Qu'est-ce que cela implique pour sa population? Pour en parler, j'accueille René Bachmann. Bonjour René. Bonjour. Tu chroniques l'actualité internationale dans Mediapart et tu signes donc cette enquête pas joyeuse mais nécessaire qui décrit pourquoi la propagation du virus risque d'être un désastre incontrôlable à Gaza. D'abord, la situation sanitaire avec un paradoxe. Le virus avait mis du temps à arriver le 21 mars par 2 religieux, alors qu'autour, en Cisjordanie et en Israël, les cas étaient déjà nombreux. Ouais. Il a mis du temps à rentrer pour une raison très simple, c'est que Gaza est sous blocus. Alors, je sais que le blocus est bloqué, mais ça veut dire qu'il n'y a que 2 entrées.
Une entrée par l'Égypte, il y avait un seul endroit, une entrée par Israël, un seul endroit. Et les deux endroits sont sous un blocus eux-mêmes très sévère, c'est-à-dire que très peu de gens passent chaque jour. C'est-à-dire que les conditions d'entrée du blocus, de la bande de Gaza, étaient assez efficacement organisées pour que le virus ne passe pas. Mais il y a quand même des gens qui entrent. C'est ce qui s'est passé le 21 mars. Donc 2 religieux sont entrés, je dirais, 2 patients zéro pour la bande de Gaza. Depuis le passage de ces 2 religieux, contaminés, est-ce que l'épidémie s'est étendue? Alors, elle s'est un peu étendue, relativement peu, faut dire, pour les mêmes raisons, hein, parce que d'abord, à partir du 15, les conditions d'entrée avaient déjà été très alourdies, donc c'était beaucoup plus difficile de rentrer. Et après l'arrivée des 2 religieux, ils ont été pratiquement, les 2 postes d'entrée ont été fermés. Donc maintenant, plus personne ne rentre. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que les 2 religieux ont eu des contacts avec pas mal de gens. Et tout de suite après leur arrivée, on les a mis immédiatement sous quarantaine, avec tous les gens qu'ils avaient rencontrés à leur arrivée, c'est-à-dire tous les douaniers. Ce qui fait que sous quarantaine, on a eu tout de suite une douzaine ou une quinzaine de personnes qui ont été placées tout de suite dans un camp tout proche du poste d'entrée. Et il y avait un certain nombre d'autres gens qui avaient des maladies suspectes, hein, ou des signes suspects, qui étaient de l'ordre de plusieurs centaines, qui ont été enfermés également dans des lieux de quarantaine. Il y en a 25 lieux de quarantaine à Gaza. Et petit à petit, ces gens-là, on les vide au fur et à mesure qu'on s'aperçoit qu'ils ne sont pas touchés par le virus. Et maintenant, ça devient beaucoup plus difficile parce qu'il n'y a plus de tests. Donc, on a du mal à voir ceux qui sont bons, ceux qui sont mauvais. Je voudrais qu'on regarde une photo qui peut-être illustre la difficulté de contenir l'épidémie dans la bande de Gaza. C'est celle d'une opération de désinfection d'un camp à Gaza, René. C'est un peu mission impossible, non? Ça s'appelle Chati, c'est un camp qui est. Chati, ça veut dire la plage. C'est un camp qui est au bord de l'eau, comme son nom l'indique, non? Et c'est un camp de réfugiés dans lequel habitent plusieurs centaines de milliers de personnes, qui a été créé il y a maintenant largement un demi-siècle. Et la photo montre très bien les conditions de vie dans ce camp, c'est-à-dire que c'est un camp de réfugiés qui est devenu en dur. Maintenant, c'est pas un camp de tente, hein, ça existe depuis longtemps en Gaza ni en Cisjordanie. C'est une espèce de bidonville en dur, avec des ruelles très très étroites, qui indiquent à quel point c'est difficile, un, de marcher en respectant les conditions de sécurité. Deuxièmement, ça montre à quel point la population est dense dans un endroit comme ça. Et c'est l'un des facteurs d'aggravation de la situation. Oui, c'est-à-dire qu'on imagine difficilement un confinement strict des gens qui vivent dans ces conditions. Ouais. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens est très inquiète et prédit un désastre car on est sur un territoire surpeuplé et déjà très affaibli par, donc, comme tu l'as dit, les 13 années de blocus israélien. Est-ce que les hôpitaux à Gaza peuvent faire face? J'imagine que la réponse est dans ma question. C'est un désastre total. Si tout le monde est inquiet, enfin tout le monde est inquiet, c'est vrai. L'Agence de l'ONU, comme tu l'as dit, les médecins qui sont sur place, il y a des médecins locaux qui ne sont pas mauvais du tout. Mais il faut dire, je le dis tout de suite pour ne pas oublier, c'est que les médecins de Gaza, ceux qui sont restés sur place, pas mal sont partis, hein, entre 40 et une centaine sont partis dans les dernières années à cause de conditions très difficiles. Mais ils sont très bons pour la traumatologie parce qu'ils ont eu déjà 3 guerres en 15 ans. Et ils ont l'habitude d'avoir tout le temps des conflits avec les Israéliens. Il y a beaucoup de blessures, il y a beaucoup de gens qui ont été amputés. Ils sont extrêmement bons pour la traumatologie, pour la médecine de guerre, je dirais. Et pour la médecine comme celle qu'on doit déployer dans un cas comme celui-là, ils sont beaucoup moins bons et ils sont surtout beaucoup moins bien armés parce que 17 hôpitaux ont été détruits par les Israéliens pendant les guerres. Et surtout, ce qui se passe, c'est que Gaza n'a pas d'eau potable. Il y a de l'électricité quelques heures par jour. Et par-dessus le marché, les systèmes de santé, les systèmes d'évacuation des eaux usées, etc., ne fonctionnent pas du tout. Donc les gens vivent dans des conditions d'hygiène catastrophiques et dans des conditions de promiscuité encore plus catastrophiques parce qu'ils sont 2 millions sur 365 km². Et en fait, sur les 365 km², il n'y a qu'une partie qui est utilisée pour la population. Donc la densité de population est équivalente à ce qu'on peut trouver à Bombay. Tu vois un peu le genre de problème que ça peut poser. Ouais, c'est énorme. C'est-à-dire que les médecins locaux, les médecins de l'ONU et les médecins des ONG qui sont sur place, j'ai parlé avec des gens de MSF, d'une organisation médicale israélienne d'ailleurs, qui est formidable, qui s'appelle les Médecins pour les droits de l'homme, qui est dirigée par un chirurgien de l'hôpital Tel HaShomer, avec qui j'ai discuté. Eux considèrent que c'est une situation épouvantable parce qu'on manque de tout. On manque de médicaments, mais ça fait depuis longtemps. On manque de systèmes d'assainissement depuis longtemps.
on manque de ventilateurs et de respirateurs. Il y en a, je crois, qu'une soixantaine. Et sur la soixantaine qui fonctionnent à Gaza, une bonne partie sont déjà utilisés par des gens qui ont des problèmes pulmonaires, parce qu'il y a beaucoup de problèmes pulmonaires par-dessus le marché. Donc ça crée une condition épouvantable. Ce que j'ai recueilli de la part des experts, c'est que si jamais le virus explose, pour l'instant c'est contenu, il faut bien le dire. Si jamais le virus explose à Gaza, c'est difficile que ça n'explose pas. On peut avoir 50 000 morts en quelques jours. Ah ouais, 50 000 morts en quelques jours, c'est des chiffres vraiment qui sont partagés par beaucoup d'experts sur place. Oui, c'est les chiffres qui sont évoqués par les experts, parce que les conditions de promiscuité, proximité des gens les uns par rapport aux autres sont tellement grandes, et les conditions de vie médicale, disons, dans les hôpitaux sont tellement catastrophiques, et le manque d'hôpitaux et d'équipements dans les hôpitaux est tellement grand qu'on ne pourra pas soigner les gens, tout simplement, on ne pourra pas les soigner. Et tu te rends compte qu'il y a 65 000 lits de réanimation disponibles, et une partie d'entre eux sont déjà utilisés, et il n'y a pas d'autres lits les systèmes de soins intensifs dans une situation catastrophique, et on n'a pratiquement pas d'autres lits de soins intensifs disponibles à Gaza. Ça veut dire que si ça explose, on ne saura pas comment soigner les gens, on ne saura même pas quoi en faire. Et on va d'ailleurs terminer avec ça. Même l'armée israélienne juge la situation critique. Oui, l'armée juge la situation critique parce qu'elle se rend compte que, comme ça se passe très souvent, quand il y a une grosse situation de crise entre Gaza et Israël, Gaza se manifeste en envoyant des missiles ou des petites roquettes sur le sud d'Israël. Et ils se disent que si ça tourne vraiment très mal du point de vue, disons, sanitaire, les gens de Gaza, notamment le djihad islamique, en profitera pour se mettre à manifester sa colère en tirant sur le sud d'Israël. Et ce sera très difficile, y compris moralement, de venir les bombarder à ce moment-là, parce que bombarder une situation de guerre, c'est vraiment, et de guerre sanitaire, c'est vraiment épouvantable, y compris du point de vue des militaires. Ils ne mesurent pas très bien ce qu'il faudrait faire dans un cas comme ça. D'accord. Eh bien, merci René pour ces infos, comme je le disais en préambule, pas joyeuse, mais donc nécessaire, qu'on peut lire sur Mediapart. Et j'ajoute au rayon international de Mediapart qu'en ce moment, vous pouvez aussi lire un papier de notre correspondante au Mexique sur comment le coronavirus exacerbe les inégalités et fragilise les plus pauvres. Et aussi un article sur comment, dans certains pays d'Asie, des équipes de traceurs, c'est un peu le débat aussi aujourd'hui en France, pistent les personnes ayant été en contact avec des porteurs du Covid, d'exemple donc à Hong Kong, à lire sur Mediapart. Merci René Blackman. Il est désormais un habitué d'Alerte Libre qu'on retrouve chaque semaine avec plaisir. Warren Hichem, toujours confiné à Genève, nous offre 1 minute 45 de détente. Hey, live from la salle de bain, c'est la pause conseil confinement. Depuis 3 mois, il y a tous les éléments pour que Will Smith sauve l'humanité et il a rien foutu. Je propose qu'on donne le rôle à quelqu'un d'autre. Au lieu de se plaindre, les entreprises feraient mieux de prendre exemple sur le gouvernement. Il a su se réinventer en période de crise en passant d'une verbalisation pour stationnement interdit à amende pour circulation. Je pense que le seul moyen de forcer les gens à respecter le confinement est de mettre les personnes contaminées en quarantaine dehors. On dit que le gouvernement communique mal sur les chiffres. Personnellement, je trouve très pratique qu'Édouard Philippe ait choisi les poils blancs de sa barbe pour illustrer l'expansion du virus. On voit mieux la progression. Selon les autorités chinoises, le nombre de décès dus au Covid-19 serait lié à l'indice du CAC 40, en forte baisse de jour en jour. En Algérie, le chiffre officiel sur le corona correspond au vrai nombre de participants aux élections. Et le vrai nombre de cas d'infection est égal au chiffre communiqué sur les élections. Ma moyenne devant l'écran a triplé en 2 semaines. Mon iPhone vient de m'envoyer une notification pour le passer à quelqu'un d'autre. Il veut se changer les ID. Techniquement, pour que justice soit rendue pendant le confinement, les assignés à résidence devraient être forcés à rester dans l'un de leurs placards. On n'arrête pas de dire tous dans ton coude et lave-toi les mains. Lave-toi ton coude aussi, hein, parce que tes mains sont presque devenues transparentes, mais ton coude c'est Wuhan Land. Restez chez vous.
Merci Weri Chen et merci Valentine pour ce premier plateau, et je dis bonjour à nos 3 nouveaux invités réunis pour discuter pendant la demi-heure à suivre des difficultés encore accrues pour les personnes handicapées dans cette période de confinement. Ce sera aussi l'occasion, je l'espère, d'interroger notre regard sur le handicap avec ou sans Covid, notre regard sur ses citoyens, nos voisins, nos collègues, non pas invisibles comme on le dit parfois, mais rarement regardés et entendus, et Mediapart prend sa part dans cette critique. Avec nous donc Elisa Rojas, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate, d'où le titre de votre blog que je recommande, Aux Marches du Palais, et vous intervenez dans À l'air libre en tant que membre du collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation. Et vous êtes, c'est peu de le dire, très critique sur la gestion de la crise par le gouvernement. On va en discuter avec vous dans un instant. Marcel Nuss, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes essayiste spécialisé sur la question du handicap, lourdement handicapé vous-même, car souffrant d'une paralysie complète du corps, ce qui vous oblige à être accompagné à domicile jour et nuit. On va aussi y revenir. L'exercice se trouve singulièrement complexifié aujourd'hui par le confinement. Et vous êtes aussi un blogueur assidu sur le club de Mediapart. Et puis avec nous aussi Hervé Côte, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes aide-soignant, merci aussi à vous d'être avec nous. Bonjour, vous travaillez dans un foyer d'accueil spécialisé pour personnes adultes handicapées, un FAM pour les passionnés d'acronymes, géré par l'association ADAPI. Et vous nous parlerez de vos conditions de travail, de celles de vos collègues, mais aussi bien sûr des conditions de vie des personnes dont vous vous occupez. Alors, je tiens à préciser peut-être d'entrée de jeu que vous ne défendez pas tous les mêmes positions pour les plus militants d'entre vous sur les différentes questions qui gravitent autour de l'axe central du handicap. Vous pouvez même avoir des désaccords qu'il serait passionnant de réexaminer quand les portes s'ouvriront à nouveau, mais nous vous avons invité aujourd'hui parce que vous avez les uns et les autres un regard singulier sur le moment que nous vivons. Donc Elisa Rojas, je vais démarrer avec vous. Comme prévu, vous avez écrit le 18 mars sur votre blog ces mots. Beaucoup l'ont rappelé avant moi, être limité dans ses mouvements, dans ses interactions sociales, privé de liberté de circuler, d'agir à sa guise, devoir penser, sous-peser, planifier, justifier chaque déplacement nous est plus que familier. Que ce soit pour des raisons de santé ou du fait de l'absence d'accessibilité, de moyens humains et matériels, qui nous empêchent de jouir des mêmes libertés que vous. Le confinement, on connaît, vous écrivez. Depuis, la situation s'est encore aggravée depuis que vous avez écrit ce texte et vous avez vous-même senti le danger bien avant les autres en vous confinant pour vous protéger avant que les consignes officielles ne tombent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, en fait, beaucoup de personnes, enfin le handicap, ça recouvre des réalités très différentes les unes des autres, mais il y a beaucoup de personnes handicapées qui peuvent avoir des pathologies qui les rendent à haut risque face à un virus. Donc, je pense que en tant que personne handicapée avec un haut risque, on vit, on a senti peut-être, on ne peut pas faire de généralité, je l'espère en tout cas, on est dans l'hypervigilance et donc peut-être que certains d'entre nous ont senti 10 à 15 jours avant que même si ça n'était pour certains qu'une simple grippe, c'était déjà un motif suffisant pour commencer à modifier certaines interactions, certaines activités, certaines habitudes. Voilà, donc je pense que c'est vraiment l'hypervigilance qui fait que peut-être, je l'espère, certains d'entre nous ont commencé à prendre des précautions avant que le confinement soit officiellement déclaré. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le texte que vous avez cité, je l'ai écrit au tout début du confinement, en réaction, en fait, aux nombreux messages que je voyais passer sur Twitter de personnes majoritairement valides face au principe du confinement. Or, c'est pas pour dire que le confinement n'est pas une situation difficile à vivre, ni pour dire que les personnes handicapées auraient une façon plus simple de le vivre ou aurait moins de répercussions par rapport aux effets néfastes que ça a. Au contraire, on dénonce notre confinement qui est une réalité pour certains d'entre nous bien plus quotidienne et bien plus fréquente. C'était pas pour dire ça, c'était juste pour dire que le principe même du confinement, effectivement, il est connu d'un certain nombre d'entre nous. Et la grande difficulté, c'est qu'à ce confinement, qui est déjà difficile en lui-même, s'ajoute le risque
du virus qui est, quand il est vraiment très virulent, pas du tout, voilà, juste un petit risque, un mauvais moment à passer qui va juste nous affaiblir. Parce que je me disais notamment avec des discussions que j'ai eues avec des proches qui ont une santé voilà, sans problème particulier, je vois bien que en fait l'angoisse n'est pas la même. Là, les personnes à haut risque sont vraiment confrontées à une angoisse qui n'a rien d'abstraite et qui est très clairement la mort. Donc, bien évidemment, plus on a d'informations sur la contamination, les modes de contamination du virus, qui sont d'ailleurs pas, voilà, qui sont encore pires que ce qu'on avait au début comme information. Il est encore plus contagieux que ce qu'on pouvait imaginer au départ. Du coup, forcément, ça amplifie pour beaucoup d'entre nous l'angoisse. Donc, on alterne, en tout cas pour ma part, j'alterne entre l'angoisse de tomber malade et la colère, parce que j'ai pas du tout envie de mourir à cause de l'incompétence d'Emmanuel Macron, de Sophie Cluzel, d'Olivier Véran et de tout leur gouvernement, en fait. Cette colère dont vous parlez, elle fait écho, alors vous n'êtes pas forcément non plus toujours d'accord, j'imagine, avec les grands responsables associatifs, mais 48 associations ont publié une tribune là, récemment dans le journal du dimanche, qui est une tribune très forte dans le sens où elle dit ceci, que les droits aux soins, à l'hospitalisation et à la réanimation semblaient être des droits inaliénables, naturellement garantis à tous, jusqu'à cette crise, jusqu'à ce que nous découvrions que ces droits pouvaient voler en éclats pour certaines personnes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont simplement, en raison de leur handicap, particulièrement discriminées. Et vous aussi, je crois, Elisa Rojas, dans cette crise, dans sa gestion par le pouvoir politique, vous voyez une sorte d'incarnation du validisme qui est déjà à l'œuvre dans la société, dans le sens où certaines vies vaudraient moins que d'autres. Alors, le problème toujours avec les associations qui sont signataires de cet appel, c'est que nous, pour notre part, on découvre rien. Ils sont d'une naïveté qui est époustouflante. Voilà, il n'y a absolument rien de nouveau dans ce qui est décrit. C'était totalement prévisible. Pour revenir sur le validisme, contrairement à ce qu'elles prétendent, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la masturbation intellectuelle, c'est un système d'oppression qui est réel et qui conduit à des choix politiques qu'on voit actuellement à l'œuvre. Et d'ailleurs, le capitalisme est validiste. Donc, il faut quand même se rappeler, si on prend la chronologie qui est intéressante, c'est qu'un des arguments au départ pour ne pas prendre de mesures, c'était que le virus ne menaçait que les personnes les plus fragiles, selon la porte-parole du gouvernement. Donc, c'est qui les personnes les plus fragiles ? On visait les personnes âgées, dont le projet de vie, comme chacun sait, est de mourir. Donc, tout le monde s'en fout. Deuxième catégorie de personnes éventuellement concernées, les personnes ayant déjà des problèmes de santé, parmi lesquelles des personnes handicapées, et que la société considère comme n'ayant aucune utilité. Donc, ce sont des vies qui ne comptent pas, et on venait vous expliquer que parce que ces vies ne comptent pas, il n'y a pas besoin finalement de prendre de mesures. C'est bien une hiérarchie des vies qui explique la lenteur avec laquelle les choses se sont mises en place. Alors que si on était dans un système de valeurs différent, le simple fait que des gens, des vies humaines, et notamment celles des plus fragiles, soient concernées par un danger de mort, aurait dû suffire à prendre des mesures intelligentes. Et on n'en serait pas là en termes de propagation. Donc, en fait, elles ont été prises des mesures qu'à partir du moment où on a mesuré l'ampleur de la contagion, le fait que ça allait mettre en péril des vies moins méprisées et éventuellement que ça allait déstabiliser quand même l'économie. C'est ça, en fait, qui a déclenché les mesures en question. Ce que cette crise montre aussi, selon vous, hein, c'est les limites en fait du confinement collectif, c'est-à-dire les limites de ces institutions d'accueil collectif. On l'a beaucoup documenté dans Mediapart sur les EHPAD, mais finalement c'est la même situation pour les personnes qui vivent dans des structures collectives quand elles sont handicapées, qui peuvent devenir, d'autant plus quand les moyens de protection ne sont pas adéquats, et on voit qu'ils ne le sont pas. On a déjà aussi documenté la pénurie de masques, la pénurie de blouses, où on distribue au compte-gouttes dans des différents secteurs les équipements nécessaires. Donc ces lieux deviendront peut-être des bombes à retardement pour les personnes qu'elles hébergent. En fait, le problème, c'est que c'était évident que tous les lieux d'enfermement
quels qu'ils soient, qui sont des lieux de vie collective et où il y a une certaine forme de promiscuité, allaient être confrontés à une vraie difficulté. En temps normal, déjà, ce sont des lieux de confinement qui devraient révolter tout le monde. Ce sont des lieux de gestion collective, en fait, de ce que la société considère comme étant un problème. Donc, les personnes âgées et dépendantes ou les personnes handicapées et dépendantes. Alors, en France, voilà, le pouvoir défend l'institutionnalisation. Il faut quand même savoir que l'ONU demande de mettre fin à ce système qui consiste à regrouper des gens entre eux sur ce type de critères et considère que ces établissements spécialisés pour personnes handicapées sont des lieux de privation de liberté. Donc déjà en temps normal. Évidemment, quand il y a une crise sanitaire, ce sont des lieux privilégiés d'hécatombes et de carnage. C'est pas nouveau malheureusement. Et la situation, elle est vraiment aberrante puisque en fait, on a des personnes handicapées qui sont souvent à haut risque, qui sont très exposées, soit parce qu'elles ont un état de santé qui va favoriser les complications, ou alors des risques décuplés parce qu'elles sont dépendantes d'aide humaine avec une distanciation sociale très difficile à mettre en place, ou alors dans des lieux de confinement collectif où la contagion, dès que le virus est entré, voilà, il n'y a pas de secret, c'est la catastrophe. Donc non seulement elles sont plus exposées, mais en plus, si elles tombent malades, elles ont de grandes chances d'être exclues des soins. C'est-à-dire que maintenant, on sait petit à petit que les gens qui sont en établissement ne sont pas hospitalisés, que le SAMU ne vient pas les chercher. Et même si elles arrivent jusqu'à l'hôpital, elles risquent d'être écartées de certains soins et notamment de l'accès à la réanimation, puisque les critères qui sont mis en place et qui sont encore plus violemment mis en œuvre dans une situation de pénurie, de crise, se fondent sur l'âge et sur les chances de survie qui sont évidemment plus faibles si vous avez une pathologie ou plusieurs pathologies de base. Et en plus, leur mort est à peine comptabilisée. C'est quand même incroyable qu'on ait commencé à avoir des chiffres sur les établissements seulement à compter du 2 avril. Et en plus de ça, que je sache... Sur le médico-social, sur les établissements hors hôpital, vous voulez dire? Ouais. Oui, alors actuellement, depuis 2 avril, on a des chiffres établissements. Et en plus, que je sache, il n'y a pas de distinction entre EHPAD ou établissements médico-sociaux. Alors, ce n'est pas le même public, et on aimerait aussi savoir combien de personnes handicapées sont concernées. Un dernier mot peut-être, parce que le temps passe. Vous craignez-vous de rester confiné jusqu'en septembre, dans le sens où le fait de sortir vous mettrait en difficulté par rapport éventuellement au relâchement général du confinement? Est-ce que vous pouvez juste nous dire un dernier petit mot là-dessus? Ce que je veux dire, c'est que oui, ça va rester très complexe et très dangereux pour les personnes qui sont à haut risque. S'il n'y a pas le matériel, s'il n'y a pas de test, s'il n'y a pas de vérification des gens qui sont éventuellement immunisés, s'il n'y a pas de vaccin, ça va forcément être une situation très, très difficile à gérer pour beaucoup de personnes handicapées. Le risque sera toujours présent et il va falloir surcompenser l'absence de vigilance de la part des gens qui, eux, seront dans un certain retour à une normalité. Merci beaucoup, Lisa Rojas. Je passe à Hervé Côte. Alors, vous êtes l'un de ces salariés d'établissements spécialisés et médicalisés dont nous parlions, avec une tonalité critique, mais que vous connaissez, j'imagine que vous ne découvrez pas, géré par le réseau ADAPI qui accompagne à domicile ou en institution les personnes handicapées. Est-ce que vous pourriez nous décrire la population que votre structure accueille et est-ce que c'est, selon vous, une population à risque, comme semble le dire Elisa? Alors, nous avons sur le foyer d'accueil médicalisé où je travaille une population autiste. On est regroupé en 6 unités, donc sur 2 unités des populations autistes. L'unité où je suis, c'est une unité de soins et de personnes vieillissantes. D'accord. Donc oui, il y a des gens qui sont vraiment à risque, qui sont trisomiques, qui ont des maladies d'Alzheimer, et des problèmes pulmonaires. Donc oui, ça serait catastrophique si le Covid rentrait dans le foyer. Est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, entre collègues, ou d'après ce que vous comprenez, que leur admission à l'hôpital n'est pas évidente? S'ils sont contaminés, que ce ne sera pas évident qu'ils soient admis, réanimés, admis en service de réanimation? Est-ce que c'est une crainte que vous avez? Ça, c'est une crainte qu'on a déjà. De toute façon, en temps habituel, le soin n'est pas forcément facile. L'accès aux soins n'est déjà pas facile pour eux habituellement.
parce que c'est une population risque, les anesthésistes ont peur de l'anesthésie, donc donc oui, il y a des risques si jamais le Covid rentre, que certains décèdent. Décède, Et les ouais. soins, ça on peut pas dire quoi. Dans votre établissement, il y a des cas de Covid pour l'instant? Il y en a aucun. Aucun. Et dans d'autres structures de l'ADAPI? Il y en aurait dans 2 ou 3 établissements. D'accord. Est-ce que vous Après, vous voilà, êtes... je connais. Ouais, vous pouvez pas Est-ce que vous êtes correctement protégé? C'est-à-dire, est-ce que le personnel des structures qui accueillent des personnes handicapées sont équipés de masques, sont équipés de blouses pour faire face au virus? Alors disons que la doctrine normalement, c'est que tant qu'il n'y a pas de cas de Covid, il n'y a pas de masque. Donc nous encore sur mon foyer, on a des masques pour l'instant, chirurgicaux, mais c'est pas certain qu'on les garde. Sur d'autres foyers, ils ont des masques en tissu que l'ADAPI a été commandé. Mais le problème, c'est que c'est nous qui allons donner la maladie aux personnes qui amenons le virus, puisque nous sortons, nous rentrons, et que ce masque, ça permet justement de les protéger. Et que si on le met que quand il y a un cas de Covid, c'est déjà trop tard. Parce que quand il y aura un cas, il pourrait y en avoir 3, 4, 5, 6, ça sera disséminé. Et ça, c'est une inquiétude qui est vraiment importante. Un, on n'aimerait pas l'amener, et deux, c'est vrai que voilà, on ne comprend pas pourquoi d'entrée, il n'y a pas les masques ne sont pas préconisés. Et justement, c'est les préconisations officielles, ça. Les préconisations officielles, elles disent quoi? Elles disent que vous n'avez pas été considérés comme les hôpitaux, et ensuite les EHPAD sont rentrés dans la liste des prioritaires, mais vous n'êtes toujours pas considérés comme prioritaires pour l'approvisionnement en masques? Je pense qu'on est considérés comme les EHPAD, donc là, c'est en train de changer. Donc pour l'instant, même les masques qu'on a, on ne sait pas si on va les conserver. On a une dotation de masques. Toutes les semaines, notre directrice va chercher ses masques, mais voilà, c'est... Et après, les blouses, sur blouse, c'est très compliqué à obtenir en ce moment. Ouais, surtout qu'on ne travaillait pas en tenue, on était en civil. Normalement, vous ne travaillez pas en tenue? Non. D'accord. Non, on n'est jamais en tenue. Est-ce que... Et après, il faut savoir aussi que notre population, c'est la distance sociale, ne connaissent pas forcément, quoi. Donc, c'est vrai que leur dire 1 mètre, vous éloignez les uns des autres, ils ne resteront pas en chambre si jamais arrive le Covid-19. Voilà, c'est... donc toutes les mesures, pour tout le monde, enfin qui sont appliquées, qui sont demandées à tout le monde, elles sont difficiles à faire appliquer évidemment dans ce cas-là. Est-ce que vous pouvez nous décrire la manière dont se passe le confinement, dont les résidents chez vous vivent le confinement, et qu'est-ce qui change pour leur vie par rapport à leur vie habituelle? Alors déjà, nous on avait beaucoup de sorties extérieures. On sortait, on sortait au restaurant, les amenait faire des courses, donc tout ça c'est fini. Donc on est bloqué sur le foyer et on organise des marches à l'extérieur. Les unités autistes ont des activités. On remet en place certaines activités qu'il y avait, mais c'est petit à petit. Parce qu'au début, on a tout confiné, puis petit à petit, on remet des activités. On se remet à avoir, mais c'est pas évident, quoi. Parce que, et encore des familles ont récupéré c'est pas des enfants, mais oui, leurs enfants, quoi, pour qu'ils puissent s'en occuper eux-mêmes. Ils ont beaucoup plus de possibilités, quoi, pour les isoler. Et ça veut dire aussi que, comme dans les EHPAD, il n'y a plus de visite possible? Non, il n'y a aucune visite, ce qu'on essaye de mettre en place. Et ça dépend des familles, quoi, aussi. C'est par Skype, mais comme je suis sur une unité vieillissante, les parents sont très vieillissants. Donc, ils ne maîtrisent pas forcément Skype, donc on envoie des photos. Il n'y a que comme ça. Et au téléphone. Ouais, donc la vie sociale est très réduite, en fait. Et encore plus réduite que ils ont que nous. Ils ont que vous, d'accord. Voilà. Est-ce que, de fait, vous partagez un peu cette colère dont parlait Elisa Rojas à l'instant sur l'anticipation de cette crise pour le public que vous accueillez? Et peut-être aussi en tant que travailleur du secteur? Ouais, c'est surtout le manque de moyens, quoi, je ne sais pas comment ça aurait pu être anticipé, mais c'est pourquoi pas de masque pour le personnel alors que c'est quand même une population à risque. Cette population, de toute façon, porteurs nous sont très déficitaires, ils n'accepteront pas tous le masque eux-mêmes, donc vraiment, faut vraiment que nous, on puisse les protéger. Hein. On n'a pas l'impression, comme dans les EHPAD, qu'ils ne soient pas la considération, quoi. Notre population n'est pas considérée, et c'est là où est le danger, quoi, je trouve. Parce qu'on a toujours beaucoup parlé des hôpitaux, des masques à l'hôpital,
Et même les masques aux EHPAD et chez nous, ça arrivait très tard d'en parler, même médiatiquement parlant, quoi. On a senti que les médias ne s'intéressaient pas au sujet quelque part pendant longtemps. Merci beaucoup Hervé, bon courage à vous et à vos collègues. Merci à eux aussi d'avoir fait le lien entre vous et nous. Marcel Nuss, je voudrais que nous abordions avec vous la question des aides à domicile, puisque vous vivez dans l'Hérault avec votre épouse et vous avez besoin en temps normal d'énormément de personnes auprès de vous. Est-ce que vous pouvez nous décrire quelle est l'organisation habituelle et en quoi elle a été bousculée par le confinement et par le Covid? Alors, oui, d'abord, j'aimerais dire que je suis entièrement d'accord avec Elisa. Elisa, il n'y a rien à redire. Je pense exactement la même chose. Moi, j'ai 6 accompagnants, dont 4 à temps plein, qui se relaient tous les 3 jours, puisque chacun fait 48 heures, ce qui est déjà pour moi est un confort, contrairement à beaucoup de personnes à domicile. Il n'y a pas trop de cinéma qui me tripote chaque jour. Et donc, ces personnes aujourd'hui, il y en a 4 qui ne viennent plus. Elles viennent plus parce qu'elles ne sont pas protégées pour venir? Elles n'ont pas les masques Parce pour que venir? il n'y a pas de masque. Et parce qu'il n'y a pas de test. C'est du non-sens de ne pas tester les professionnels qui nous accompagnent. C'est évident, je le dis, comme Elisa, ça arrange que cette population soit réduite parce que ça fera des économies à l'État. C'est du sentiment qu'on a ici. Ce qui veut dire que si elles ne sont pas testées, si elles ne sont pas équipées, et donc si elles ne viennent plus, qui s'occupe de vous à temps plein? Aujourd'hui, moi j'ai la chance d'être marié, d'avoir une femme qui faisait partie de mon équipe à l'origine et qui aujourd'hui assume tout jour et nuit depuis plus d'1 mois avec le soutien d'un homme du village qui est embauché à mi-temps pour l'aider à faire certains soins qui demandent beaucoup de force. Et donc il vient tous les 2 jours. Mais si demain le dos de ma femme craque, il n'y a plus de solution. Il faut que je fasse revenir tout le monde avec les risques que ça suppose. Ouais, c'est ça. Ce que vous dénoncez, vous, c'est justement de ne pas avoir anticipé, prévu en fait, les choses, les équipements, les moyens disponibles pour que tout un pan de la population, éventuellement doublement à risque, on l'a vu tout à l'heure, puisse continuer à vivre en fait, puisse continuer à vivre, à être soigné, à être éventuellement levé, lavé, nourri. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas anticipé ça? Évidemment, mais on n'anticipe pas parce qu'on est dans on est gouverné par des néolibéraux qui sont bornés d'après. Encore aujourd'hui sur France 1, c'est BDN qui raconte qu'il faut qu'elle met pas de masque. Si elle raconte qu'elle met pas de masque, Macron se balade dans la rue sans masque, mais comment vous les gens s'y retrouvent?
Ah, nous, ça fait 10 ans que la politique du handicap, elle est petit à petit grignotée. On nous en donne de moins en moins. La loi de 2005, la loi de 2005 a été entièrement détricotée. C'est dramatique, on dit des masques, on dit tout. Dans les EHPAD, il y a pas assez de personnel dans les lieux de vie. Soi-disant lieux de vie, il n'y a pas assez de personnel. Dans les lieux de vie, à domicile, un peu. Ouais. La mise en, les associations dont je parlais tout à l'heure ont mis en cause le ministre de la Santé Olivier Véran ainsi que la secrétaire d'État Sophie Cluzel, qui ont répondu en disant les principes sur l'égalité d'accès aux soins, les principes sur l'égalité dans la prise en charge sont évidemment respectés, on va y veiller. Ils se sont montrés très rassurants et même choqués par les propos qui avaient été tenus. Vous, je crois que vous avez alerté vos députés sur votre situation et sur celle des personnes qui sont dans la même situation que vous, ainsi que la secrétaire d'État. Est-ce que vous avez eu des réponses? En fait, la secrétaire d'État ne répond jamais. Elle peut facilement être choquée. Nous, on est depuis très longtemps, depuis qu'elle est au ministère, donc. Et les députés que moi j'ai contactés, il y en a un qui m'a appelé hier en me disant que ils allaient me répondre et que ils répondent. Ils enverraient la réponse aussi à Mediapart. Donc, qu'est-ce qui les fait bouger? C'est les médias. Aujourd'hui, le seul recours, ce sont les médias. Ouais, vous avez le sentiment que sans cette intermédiation, il n'y a pas de réponse à vos questions. Peut-être une dernière question pour vous. Pour le coup, vous êtes un habitué des hôpitaux liés à votre pathologie et vous n'êtes pas surpris non plus par l'ampleur en fait de la saturation, du débordement. Pourquoi? Non, parce qu'en fait, moi je connais les hôpitaux depuis plus de 60 ans. J'ai vécu dans ma vie une quinzaine d'années au total dans les hôpitaux. J'ai vu l'âge d'or, j'ai vu l'hôpital qui, depuis les années 2000, a commencé à se dégrader. L'ambiance a changé. Entre personnel, j'ai connu l'époque où c'était des vraies équipes d'amis, médecins, infirmières, tout le monde. Aujourd'hui, je vois des gens sous pression. Une semaine avant que le confinement soit décidé, on m'a donné rendez-vous en cardiologie à l'hôpital. Donc j'y suis allé et qu'est-ce que j'ai vu? Des médecins qui se baladaient sans masque. Il y en avait 10% qui avaient des masques. Donc déjà là, c'était un signe de la gravité de ce qui nous attendait. On le savait. Il y en a plein qui le savaient. Je vous arrête là parce que l'heure tourne, même sur Internet. Merci beaucoup pour votre témoignage. Un dernier mot? Bien sûr, allez-y. Je pense que le gouvernement a sacrifié des vies. La mort des personnes handicapées n'est pas acceptable. Elle pouvait être évitée et le gouvernement, j'espère, a bien conscience qu'il va devoir répondre de ces actes et des choix politiques qui ont été faits.
C'est la grande question, hein, celle de la responsabilité et aussi la responsabilité de l'exécutif. Merci pour votre intervention à tous les trois. Merci Elisa Rojas, merci Marcel Nuss, merci Hervé Côte d'avoir consacré un peu de votre temps. Merci aussi à Christophe Guignot qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis à toi Valentine pour la suite. Eh bien, merci Mathilde, à toi d'être passée dans l'air libre. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Chouette. Merci à vous de nous avoir été fidèles. À l'air libre revient demain avec Mathieu Magnodex et Fabien Escalona. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas à nous écrire à alairlibre@mediapart.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner, car vous le savez, notre existence et notre indépendance ne reposent que sur les abonnés. On se quitte en musique avec ce mashup de Don't Worry Be Happy de Bobby McFerrin et les Four Non Blondes qui nous est envoyé par Grégoire Léman, qui est confiné à Toronto et qui nous a donc envoyé cette petite musique. Bonne soirée à toutes et à tous. 25 years and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of men, for whatever that means. And so I cry sometimes when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head, and I am feeling a little peculiar. And so I wake in the morning and I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream to the top of my lungs, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? And I say, hey, yeah, yeah, yeah. I say, hey, what's going on? Don't worry, be happy now. Here's a little song I wrote. I wanna sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Damn right, don't worry, man. And I say, hey, I say, hey, what's going on? And I say, hey, I say, hey, what's going on?